La campagne Dominion est la campagne la plus classique du jeu Necromunda. Elle est basée sur l'affrontement de plusieurs gangs pour se disputer des territoires. Territoires qui offriront un ou plusieurs avantages aux vainqueurs. Avantages que l'on appelle bénéfices. L'arbitrator est la personne qui supervise la campagne. Il peut être un des joueurs qui participent à la campagne, mais il devra faire preuve d'impartialité car il devra résoudre les litiges entre les joueurs. Il devra également superviser l'ensemble de la campagne et en faire un bilan. Et pourquoi pas changer ou personnaliser certaines règles pour englober la campagne dans une narration qu'il aurait écrite. Par exemple, il peut surprendre deux joueurs juste avant une partie en déclarant qu'il intègre des figurines PNJ à cette bataille. D'ailleurs, il existe plusieurs profils pour ça. Donc l'arbitrator a la casquette d'arbitre pour les règles, mais également celle d'un maître des jeux comme pour un jeu de rôle. Et rien n'empêche d'avoir deux arbitrators pour chacun de ces deux rôles. Le livre de règles conseille une durée de 7 semaines pour la campagne. Les 3 premières semaines sont consacrées à la capture de territoires inoccupés. C'est la phase d'occupation. La semaine suivante est la semaine de temps mort. Ça correspond à une pause. Et les 3 dernières semaines, c'est la phase de prise de contrôle, où les joueurs vont se disputer les territoires capturés pendant la première phase. Après, il faut voir ça comme une suggestion, mais c'est bien d'avoir un cadre défini pour des joueurs qui ne se connaissent pas. Par exemple, des joueurs qui ont rejoint un club suite à l'annonce d'une campagne Necromunda. J'ai moi-même vécu ça en arrivant à Aix-en-Provence à la boutique Table Rase. On s'en fout. Ok. Une fois les dates posées, les joueurs choisissent un gang que normalement ils conserveront tout le long de la campagne. Par contre, les territoires de la campagne Dominion peuvent octroyer des bénéfices si vous appartenez à l'un des 6 gangs majeurs: Goliath, Escher, Orlok, Vansar, Cawdor, Delac. Donc, pour un souci d'équité, si un joueur souhaite jouer un autre gang que ces 6-là, il doit choisir l'un d'entre eux pour pouvoir en bénéficier. Bien sûr, ceci n'inclut que les règles de territoire. Vous pouvez conserver vos figurines, vos profils de combattants et votre propre narration si vous en avez écrit une. Imaginons je monte une campagne. J'ai un joueur Escher, un joueur Delac, un joueur Genestealer et un joueur Venator. Pour les deux joueurs Escher et Delac, pas de souci. Le joueur Venator va choisir de correspondre au gang Escher juste parce que son gang est entièrement composé de chasseuses de primes. Le joueur Genestealer quant à lui va choisir de correspondre au gang Orlok, parce que son gang est composé d'ouvriers servant le dieu à 4 bras, et donc les territoires Orlok lui correspondent mieux. Occupons-nous maintenant de la mise en place de ces territoires justement. Les règles proposent d'avoir 3 fois plus de territoires qu'il y a de joueurs. Pour ma campagne, je vais donc avoir 12 territoires. En plus de ces territoires-là, chaque gang possède un territoire de type colonie, considéré comme le QG et ne pourra jamais être l'enjeu d'une partie. Pour définir le type des autres territoires, soit l'arbitrateur établit une carte suivant sa narration, soit il les génère avec la règle suivante. Pour plus de facilité, il existe un paquet de cartes avec tous les territoires Dominion, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Dans un premier temps, on va s'arranger pour que chaque type de gang ait au moins un territoire qui lui corresponde. Donc, dans le cadre de ma campagne, je dois tirer au sort un territoire parmi tous les territoires Orlok. Pareil pour les deux lacs, et même si j'ai 2 gangs Escher, je n'en tire qu'un seul. On avait défini que ma campagne contient 12 territoires, j'en ai déjà 3, et bien j'en tire 9 autres au hasard parmi tous les territoires restants. Pour rappel, les colonies qui servent de QG ne comptent pas dans ces 12 territoires. Maintenant que la ruche est installée, il faut de la viande. Chaque joueur se voit attribuer 1000 crédits pour la confection de son gang de départ. Les joueurs n'ont pas encore accès au comptoir du commerce à ce stade-là. Ils doivent se contenter de l'arsenal disponible pour leur gang respectif. Tout crédit non dépensé est conservé dans le butin du gang. En tant qu'arbitrator, je rajoute une règle supplémentaire. Une fois que les joueurs ont composé leur gang, je leur donne 500 crédits supplémentaires qu'ils pourront dépenser après leur première partie. Et ça pour 2 raisons. Suite à la première partie, il y a de fortes chances que des combattants doivent aller voir le toubib. Et ça coûte des crédits. Très souvent, les débutants ne pensent pas à en conserver pour cette étape-là justement. Et deuxièmement, par expérience personnelle, j'ai remarqué que les crédits sont plus là pour rattraper les dégâts qu'améliorer son propre gang. Et de ce fait, pendant la campagne, on ne profite pas assez de tout ce que peut offrir le comptoir du commerce ou les recrutements additionnels comme les aventuriers et autres. Donc voilà, 500 crédits à dépenser après la première bataille me semble honnête. Les joueurs doivent rédiger une fiche de combattant pour chaque membre de son gang, mais aussi remplir une feuille de gang. En plus des fiches de combattants, le joueur indique la liste de ses combattants à droite de la feuille de gang. A savoir que le gang n'est pas limité en nombre de combattants. Donc le nom du combattant, son type, s'il est chef, champion, novice, aventurier, etc. La valeur en crédit du combattant, qui est sa valeur de base, plus la valeur de tout son équipement, plus la valeur de ses progressions suite à une dépense d'XP. Le nombre de ses points d'expérience encore non dépensés, le nombre de progressions achetées justement avec des points d'expérience. Une progression, c'est une amélioration de stats ou une compétence acquise. Je comprends pas très bien l'organisation des 2 dernières colonnes. La première indique si le combattant est en récupération, généralement suite à une blessure, il rate la prochaine bataille, et la deuxième indique si le combattant a été capturé et ses blessures persistantes. Et c'est là où je trouve ça un peu débile.
Pourquoi avoir mis ces deux choses dans une seule et même colonne, alors qu'un combattant est soit en récupération, soit capturé? Je trouve ça plus logique de mettre ces deux choses dans une seule et même colonne, et mettre les blessures persistantes à part. Mais bon, à gauche on indique le nom du gang et la maison à laquelle il appartient. En dessous on trouve la valeur du gang, c'est-à-dire le coût total de tous les combattants qui composent le gang. En début de campagne, la réputation a une valeur de 1. Elle va augmenter ou diminuer en fonction des victoires et des résultats des scénarios. Cette valeur ne peut pas descendre en dessous de 1. La valeur de la richesse totalise à la fois tout ce qui compose le magot, c'est-à-dire les crédits, mais aussi la valeur en crédit de tous les objets qui s'y trouvent, et à tout ça on ajoute la valeur en crédit de tous les combattants, et la liste des territoires acquis par le gang. La campagne peut maintenant commencer. Les 3 premières semaines sont consacrées à la phase d'occupation. L'enjeu de chaque partie est un territoire inoccupé. Le vainqueur de la partie gagnera donc le territoire, en plus des gains du scénario. Cette phase d'occupation peut prendre fin bien avant les 3 semaines si tous les territoires se retrouvent occupés. Ensuite vient la semaine du temps mort. Dès le début de cette phase, tous les combattants qui étaient en récupération deviennent disponibles. Tous les combattants captifs sont rendus à leur gang d'origine sans avoir besoin de faire un scénario pour les récupérer. Le gang ravisseur reçoit de la part de l'arbitrator la moitié de la valeur du captif arrondie à 5 crédits au supérieur. Tout combattant novice qui a accumulé au minimum 5 progressions pendant la première phase devient champion. Seul son type change sur sa fiche de combattant. Les gangs peuvent recruter de nouveaux combattants en ajoutant un petit bonus de 250 crédits offert par l'arbitrator. Attention, on ne garde pas la monnaie sur cette somme. Pendant la phase de temps mort, les joueurs peuvent faire des parties normalement, mais aucun territoire n'est en jeu. En tant qu'arbitrator, je conseillerais à mes joueurs de jouer les scénarios bagarre de taverne et combat en arène. Ils sont fun, détendus et narrativement prennent leur place entre deux guerres de gang. Ensuite viennent les 3 semaines de prise de contrôle. S'il reste encore des territoires inoccupés, ils peuvent être l'enjeu de partie exactement comme dans la première phase. Sinon, un joueur doit défier un autre pour lui prendre un territoire en particulier. À la fin de la campagne, il n'y a pas qu'un seul vainqueur. Un ou plusieurs titres peuvent être attribués à un joueur. Le titre de dominateur est attribué au gang qui a le plus de territoire à la fin de la campagne. Le massacreur est celui qui a mis le plus de combattants ennemis hors de combat. Le créditeur est celui qui a le taux de richesse le plus élevé. Le bellicite est celui qui a livré le plus de parties. Et le briseur de pouvoir est celui qui a la réputation la plus élevée. Encore une fois, rien n'empêche l'arbitrateur de créer ou de modifier ses triomphes. C'est ici que s'achève cette première vidéo sur la campagne Dominion. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me corriger dans les commentaires, si possible en citant la règle et sa source. Je l'ajouterai en description avec votre pseudo. Vous pouvez maintenant retourner jouer en attendant de mourir.